Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, la vidéo d'aujourd'hui a pris beaucoup de retard à cause de problèmes techniques indépendants de ma volonté. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours en plein emménagement. Donc je pense que comme pour la dernière vidéo, je vous mettrai un maximum d'illustrations pour masquer tout ça qui n'est pas encore tout à fait au point. Et l'affaire que je vous propose aujourd'hui est digne d'un polar, avec tout le respect dû à la victime et à son entourage familial, amical, etc. C'est une affaire qui est toujours en cours et qui dépasse l'entendement. Donc, écoutez, je ne vais pas trop vous spoiler dès l'intro. Ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Le corps de Giulio Regeni, l'étudiant italien assassiné en Égypte, a été rapatrié ce samedi. Ses parents, accompagnés du ministre de la Justice, sont venus accueillir la dépouille sur le tarmac de l'aéroport de Rome. Battu à mort et torturé, le jeune homme de 28 ans a été retrouvé 8 jours après sa disparition au Caire, le 25 janvier. Le parquet de Rome a ouvert une enquête contre X pour homicide. Nous avons demandé la complète disponibilité des autorités égyptiennes et nous leur avons demandé d'agir avec détermination, transparence et rapidité. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2016 en Égypte, plus précisément au Caire, la capitale du pays peuplée de plus de 10 millions d'habitants. Mais avant de nous plonger dans l'événement tragique dont il est question, laissez-moi vous présenter Giulio Regeni. Giulio est né le 15 janvier 1988 à Trieste, dans le nord-est de l'Italie. Il a grandi à Fiumicello avec sa sœur Irène et leurs parents, Paola, une institutrice, et Claudio, un directeur commercial. Ce que l'on sait de lui, c'est que c'est un garçon brillant. Il est très apprécié par son entourage, que ce soit sa famille ou ses amis. On dit de lui que c'est un garçon qui a le cœur sur la main. Il aime aider les autres et c'est d'ailleurs ce qui le motivera plus tard lorsqu'il entreprendra ses études un peu partout dans le monde. Giulio a étudié entre autres au Nouveau-Mexique aux États-Unis, puis à Leeds et à Cambridge en Angleterre en 2011, mais également à Vienne. En 2012 et en 2013, il remporte le prix Europe et Jeunesse dans le cadre du concours international organisé par l'Institut régional d'études européennes pour ses recherches sur le Moyen-Orient. Vous l'aurez compris, Giulio fournit un travail exceptionnel. Il est passionné par ses études et par le Moyen-Orient. Il obtient une licence puis une maîtrise en arabe et en sciences politiques avec la mention très bien. Il est tellement passionné qu'il effectue un stage durant quelques mois en 2013 pour l'Organisation des Nations Unies au Caire et c'est une expérience qui le marque profondément. Puis durant un an, il travaille pour la société de conseil internationale Oxford Analytica. Giulio, c'est un acharné de boulot. Il étudie en même temps qu'il se forge son expérience professionnelle dans le domaine des sciences sociales et économiques. Il poursuit son doctorat en 2014 à l'université Girton de Cambridge et le thème qu'il a choisi pour sa thèse, c'est le syndicalisme ouvrier en Égypte et plus globalement le développement social et économique au Moyen-Orient après la révolution égyptienne qui a eu lieu 5 ans plus tôt. Alors, pour recontextualiser rapidement, en 2011, le peuple égyptien s'est soulevé, ce qui a mis fin à la présidence d'Hosni Moubarak après 30 ans. C'est un sujet très complexe qu'il veut présenter et également très complet. Giulio publie régulièrement sous différents pseudonymes des articles pour des journaux italiens à propos de cette révolution et de ses conséquences sur le monde ouvrier. Il a bien suivi les mouvements populaires, c'est donc un sujet qu'il maîtrise et qu'il va approfondir dans le cadre de ses recherches. C'est pourquoi il décide de se rendre sur place pour approfondir son sujet d'étude. Il s'envole pour le Caire le 9 septembre 2015 et il s'installe dans le quartier de Dokim, sur la rive gauche du Nil, avec 2 autres colocataires, une institutrice allemande et un avocat égyptien. Giulio s'acclimate très vite à son environnement. C'est un endroit qu'il connaît bien puisqu'il y a déjà travaillé. Sur place, il a des amis, des étudiants égyptiens ou italiens qu'il a rencontrés lors de ses études. Donc ces contacts lui permettent de s'immerger plus facilement. Dès son arrivée, il sillonne la ville à la recherche de travailleurs de rue afin de parler avec eux de leurs conditions de travail, des syndicats, des conséquences de la révolution, de leurs aspirations, bref, il fait ce pourquoi il est venu. Giulio est affable, il parle arabe couramment, donc les travailleurs se livrent avec facilité à lui. Les semaines et les mois passent. Entre-temps, Giulio s'est mis en couple avec une ancienne connaissance, Valeria. Elle vit à Kiev, en Ukraine, mais elle était de passage au Caire. Donc ils se sont vus, ils ont renoué.
et leur relation est devenue sentimentale. Ils maintiennent un contact journalier grâce à Skype, grâce aux réseaux sociaux, et Giulio maintient également le contact avec sa famille, qui n'était pas forcément rassurée qu'il retourne vivre en Égypte à cause des tensions dues à la révolution, mais tout semble bien se passer. Ses recherches se déroulent bien, Giulio parvient à récupérer les informations dont il a besoin pour sa thèse, donc tout va bien. Le 25 janvier 2016, Giulio a prévu de passer la soirée avec un ami dans le centre du Caire. À ce moment-là, ça fait 4 mois qu'il vit en Égypte. Et la date du 25 janvier est très particulière, puisque la révolution de 2011 a éclaté il y a 5 ans, jour pour jour. Donc dans les rues de la capitale, la police et l'armée sont déployées afin d'anticiper des manifestations qui pourraient avoir lieu pour l'anniversaire de la révolution. Giulio envoie un SMS à sa petite copine Valeria à 19h40 pour lui dire qu'il est en chemin pour rejoindre un ami italien sur la place Tahrir dans le centre du Caire. Ils ont prévu de boire un verre ensemble et de traîner un petit peu. Giulio sort de chez lui, il prend le métro et après ça, il s'évapore littéralement. Vers 20h20, son ami italien Gennaro s'inquiète de ne pas le voir arriver. L'appartement de Giulio se situe à 2 stations de métro à peine. Il l'appelle sur son portable, pas de réponse. Gennaro contacte les colocataires de Giulio qui lui confirment qu'il est bien sorti avec son passeport et son téléphone portable. Gennaro est complètement paniqué. C'est pas dans les habitudes de Giulio de ne pas donner de nouvelles, de ne pas répondre au téléphone, d'autant qu'ils se trouvent tous les deux à l'étranger, donc ils ne sont pas chez eux. Il fait nuit. Il y a, on va dire, du mouvement dans la capitale. Il appelle alors l'une des amies égyptiennes de Giulio, Noura. Noura tente à son tour de joindre Giulio, pas de réponse. Elle se rend sur ses réseaux sociaux et elle lance un avis de recherche qui se propage très rapidement sur la toile grâce à l'hashtag « Où est Giulio ?» Les heures qui suivent, la nouvelle fait rapidement le tour parmi les amis de Giulio qui se trouvent en Égypte. Mais personne n'a eu de ces nouvelles. Des amis de Giulio préviennent ses parents qui se trouvent en Italie pour les avertir que leur fils a disparu dans des circonstances très inquiétantes. Et Paola et Claudio prennent aussitôt l'avion et ils arrivent au Caire le 26 janvier dans la soirée. Et les jours qui suivent, ses amis et ses parents continuent de se mobiliser sur les réseaux et au Caire. La police a été prévenue, mais aucune enquête est ouverte. Il faut attendre le 31 janvier pour que Giulio soit officiellement porté disparu, soit 6 jours après sa disparition. Au même moment, pur hasard du calendrier, la ministre de l'économie italienne vient d'arriver au Caire avec une délégation de cadres pour conclure la signature d'un contrat de plusieurs milliards d'euros sur l'exploitation d'un gisement de gaz. Le 3 février, une réception est prévue dans la soirée à l'hôtel où loge la ministre et les cadres. À ce moment-là, Giulio Regeni a disparu depuis 9 jours. 9 jours durant lesquels ses amis et ses parents n'ont cessé de le rechercher au Caire. Mais durant les préparatifs de cette réception, la nouvelle tombe. Très tôt dans la matinée, un chauffeur de bus a découvert le corps partiellement dénudé et atrocement mutilé d'un homme dans un fossé le long d'une route à la périphérie du Caire. Vous l'aurez compris, il s'agit de Giulio Regeni. Dans un premier temps, et avant même qu'une autopsie soit pratiquée, les autorités déclarent par le biais du général Khaled Chalabi qu'il s'agit d'un accident de voiture. Mais du côté de la presse égyptienne, tout de suite, on a du mal à croire à cette version pour 2 raisons, on va dire assez simples. Tout d'abord, il n'y a pas encore eu d'autopsie. Donc, comment savoir qu'il s'agit d'un accident avant même qu'on ait pu pratiquer une autopsie? Et la seconde raison concerne les circonstances et les détails sur la découverte du corps. Alors, à ce stade-là, il n'y a pas énormément de détails, mais on a retrouvé son corps à moitié nu, mutilé, dans un fossé à 40 km de son domicile. Giulio a disparu alors qu'il venait de monter dans le métro direction la place Tahrir. Ça n'a aucun sens. Les parents de Giulio, Paola et Claudio, qui se trouvent au Caire, se rendent à l'institut médico-légal pour voir la dépouille de leur fils. Et ce qu'ils diront plus tard, c'est que Giulio était tellement abîmé qu'ils n'ont reconnu que son nez. Et la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est qu'il ne pouvait pas s'agir d'un accident de voiture. Le corps de Giulio est rapatrié en Italie le 6 février et la première chose qui est faite à son arrivée, c'est une autopsie. Puisqu'à ce stade, on ne sait pas si ça a été fait au Caire et quelles ont été les conclusions du médecin légiste. Une autopsie est donc pratiquée à Rome et le rapport du médecin légiste dépasse l'entendement. La quasi-totalité du corps de Giulio est recouverte d'ecchymose. Et compte tenu de la taille de ses blessures,
On suppose qu'elles sont dues à des coups de pied, des coups de poing et des coups faits à l'aide d'un objet tel qu'un bâton. Le médecin a dénombré plus de 20 fractures sur tout le corps. 7 côtes cassées, les doigts et les orteils, les 2 jambes, les bras, les omoplates, en plus de 5 dents cassées. Mais ce n'est pas tout. Giulio a également reçu plusieurs coups de couteau et des coups de ce qui semble être un pic à glace. Il y a des coupures un peu partout sur son corps. On pense qu'elles ont été faites avec une lame de rasoir. Il y a également des brûlures de cigarettes. La cause du décès est une hémorragie cérébrale et une fracture des vertèbres cervicales causée par un violent coup à la nuque. Et autre point, et pas des moindres, Giulio n'est pas mort le jour de son enlèvement. Il a été torturé pendant plusieurs jours avant d'être achevé la veille de la découverte de son corps. Là, ce dont on est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'un accident de voiture. Et on glisse doucement mais sûrement vers un incident diplomatique assez sérieux. D'ailleurs, la délégation italienne qui s'était rendue en Égypte pour la signature d'un contrat rentre aussitôt en Italie en mettant un terme aux négociations. Du côté de l'Égypte, le président égyptien Al-Sisi réagit à la nouvelle de ce meurtre et aux circonstances du meurtre, parce que là, il est question d'actes de torture et de barbarie. Il assure qu'il mettra tout en œuvre pour faire la lumière sur ce meurtre. Mais les jours passent et toujours aucune piste. Des enquêteurs italiens se sont rendus sur place afin de suivre l'avancement de l'enquête et pour y prendre part, ils travaillent depuis les locaux de l'ambassade d'Italie au Caire. Mais lorsqu'ils arrivent et qu'ils commencent à parler aux enquêteurs égyptiens, ils ont l'impression qu'on leur met des bâtons dans les roues. On refuse qu'ils interrogent des témoins égyptiens, on leur refuse les relevés téléphoniques du quartier où vivait Giulio pour la nuit du 25 janvier. On refuse de leur fournir les images de la station de métro lorsque Giulio s'y est rendu avant son enlèvement. Bref, on leur dit qu'ils peuvent enquêter, mais ils n'ont pas le droit d'enquêter. Et les amis égyptiens de Giulio n'ont pas l'impression que la police égyptienne fait vraiment son travail pour savoir ce qu'il s'est passé ce soir-là. C'est pourquoi des centaines d'Égyptiens se mobilisent et campent devant l'ambassade d'Italie au Caire afin d'apporter leur soutien à la famille Reggiani et demander qu'une vraie enquête soit ouverte. L'autopsie ne conclut pas un accident de la route, c'est certain. Giulio a été torturé et assassiné. Mais par qui? Et pourquoi? Eh bien, d'après le gouvernement égyptien, il s'agirait d'un crime crapuleux. En fait, le soir du 25 janvier, Giulio aurait fait une mauvaise rencontre, soit en cherchant de la drogue, soit en cherchant un rapport homosexuel. Quoi qu'il en soit, il a été tué en cherchant quelque chose. Alors, comme pour la version de l'accident de voiture, ça n'a ni queue ni tête. Giulio s'apprêtait à rejoindre des amis en ville. Il était hétéro et en couple. Et l'autopsie italienne n'a trouvé aucune trace de drogue dans son organisme. Donc sur quoi s'appuient les autorités égyptiennes pour dire que Giulio se droguait ou qu'il recherchait un partenaire homosexuel? Ça n'a pas de sens. En fait, les magistrats italiens ont clairement l'impression qu'on se fout de leur gueule. Un coup, c'est un accident de voiture, ensuite un crime crapuleux. C'est quoi la prochaine version? Il est tombé d'un avion. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que l'Italie ne peut pas enquêter sur place puisque la police ne coopère pas. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'à ce moment-là, la présidence d'Al-Sisi est instable, on va dire. 5 ans plus tôt, il y a eu la révolution, le pays connaît une crise économique grandissante et le président n'a pas encore la main mise sur tous les pouvoirs qui composent le pays. Vous avez d'un côté l'armée, d'un autre côté la police. Et lorsqu'un pays est instable, l'un des pouvoirs peut agir de façon totalement autonome, parfois au détriment même des intérêts du pays. Alors c'est pas une règle, je suis ni politologue ni sociologue, mais lorsqu'un pays est instable, vous avez forcément des clans qui s'affrontent dans une lutte acharnée pour le pouvoir, comme dans Game of Thrones. Al-Sisi, lui, il est beaucoup plus proche de l'armée, puisqu'il est lui-même militaire de carrière. Donc on peut penser que les autorités, on va dire la police, tout ce qui relève de la police, ne collaborent pas forcément pleinement avec le gouvernement. Bref, tandis que les autorités italiennes tentent de mettre quelques coups de pression aux autorités égyptiennes, Giulio Reggiani est enterré le 12 février à Fiumicello. Des milliers de personnes se déplacent pour lui rendre un dernier hommage. L'affaire fait dorénavant la une de la presse internationale, puisque quelques rumeurs commencent à circuler. Il se dit que Giulio aurait été tué par les services de renseignement égyptiens, Jihaz al-Mukhabarat al-Amma. Bon, je ne sais pas si ça se prononce précisément comme ça, mais service de renseignement égyptien. Alors,
Comme je vous l'ai dit, Giulio effectuait des recherches pour sa thèse. Il interrogeait des ouvriers et des syndicalistes afin de comprendre la situation socio-économique du monde ouvrier après la révolution de 2011. En gros, il voulait savoir si le gouvernement mettait en place, on va dire, des mesures favorables pour les travailleurs de rue, entre autres. Il écrivait également des articles pour des journaux italiens, on va dire des journaux communistes, et la rumeur voudrait que lors de son arrivée au Caire, il ait été mis sur écoute et surveillé parce qu'on le soupçonnait d'être un agent des services secrets italiens. Il était suspecté de vouloir déclencher une nouvelle révolution en Égypte. Là, vous vous demandez certainement pour quelle raison on pourrait penser que ce sont les services secrets qui ont fait ça. Eh bien, l'information viendrait des services secrets américains. Ils auraient espionné l'Égypte et de cette façon, ils auraient su que les autorités égyptiennes étaient au courant que des membres des services secrets avaient tué Giulio. Et c'est vrai que les blessures infligées à Giulio sont compatibles avec celles utilisées par les services secrets. Cette rumeur commence donc tout naturellement à faire son petit bonhomme de chemin dans les articles relayés par la presse internationale. D'autant qu'on apprend qu'une autopsie a effectivement eu lieu en Égypte lors de la découverte du corps de Giulio. Mais les résultats avaient été tenus secrets par les magistrats égyptiens. Et les conclusions du médecin légiste égyptien, qui n'est autre que le directeur de l'Institut médico-légal du Caire, rejoignent les conclusions du médecin légiste italien. Donc la question que beaucoup se posent, c'est pour quelles raisons les autorités égyptiennes ont caché des informations aussi importantes aux magistrats italiens s'il s'agit d'une enquête classique pour meurtre. Là encore, ça n'a pas de sens, puisque lorsque le médecin légiste égyptien a fait son autopsie et qu'il a rempli son rapport, il aurait dû fournir ses résultats aux magistrats italiens. Pourquoi avoir caché ça s'il s'agit d'un crime crapuleux, comme l'ont déclaré les autorités égyptiennes? Ça n'a pas de sens. L'Égypte réagit bien évidemment à ces accusations en affirmant que Giulio n'était pas surveillé et qu'il n'a pas été tué par les services secrets. Il s'agit d'un crime crapuleux. Point barre. Du côté italien, la situation est compliquée. L'enquête est ralentie puisque les autorités égyptiennes refusent de coopérer. Les amis et la famille de Giulio font le maximum pour faciliter les investigations. Ils ont remis leur téléphone portable aux enquêteurs italiens. Les parents de Giulio ont également remis son ordinateur portable. Mais en soi, ça ne nous apprend pas grand-chose, hormis qu'il a travaillé sur son ordinateur les jours qui ont précédé sa mort. Les semaines passent. L'enquête italienne est au point mort et la presse internationale est de plus en plus critique vis-à-vis du pouvoir égyptien. On les soupçonne de cacher la vérité parce qu'elle pourrait certainement provoquer un incident diplomatique sans précédent. Mais le 24 mars, coup de théâtre. Le ministre de l'Intérieur égyptien assure que le gang responsable de la mort de Giulio a été identifié et démantelé au Caire. Il s'agit d'un groupe de 4 hommes déjà bien connus des services de police, puisqu'ils seraient impliqués dans l'enlèvement de ressortissants étrangers à des fins d'extorsion. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la famille Reggiani. Les suspects vont pouvoir être interrogés afin de s'assurer de leur culpabilité. Mais non, puisque, d'après le ministre, lors de leur arrestation, ils ont été abattus par la police lors d'un échange de tirs. C'est ballot, mais c'est surtout bizarre. Comment être sûr que ce sont ces hommes qui ont tué Giulio? Eh bien, tout simplement parce qu'on a retrouvé chez la sœur de l'un de ces hommes le sac de Giulio et ses effets personnels, sa carte d'identité, sa carte bancaire, sa carte étudiant. La sœur et l'épouse de cet homme ont été arrêtées par la police et placées en garde à vue, puisqu'elles sont soupçonnées d'avoir couvert le meurtre aux autorités. Bon, on peut le dire, ça pue. L'opération de police a été rapide, mais elle s'est finalement conclue par la mort des 4 meurtriers présumés. Donc, impossible de les interroger. Et puis, le scénario fourni par la police ne colle pas avec l'autopsie. Ces hommes auraient enlevé Giulio pour lui voler ses affaires. Why not? Mais pourquoi le torturer pendant presque 10 jours ensuite? Si ce gang est expérimenté et qu'il n'en est pas à son coup d'essai, ça colle pas avec un enlèvement suivi d'un vol et d'un meurtre. Ce que beaucoup pensent en Italie comme en Égypte, c'est qu'il s'agit d'une mise en scène. 4 hommes pris au hasard et abattus pour éviter une affaire d'État avec l'Italie. Pour information, l'Italie est le premier partenaire commercial de l'Égypte en Europe. Donc beaucoup pensent que l'Égypte s'est servie de ces délinquants, on va dire,
pour calmer les tensions et éviter de perdre d'autres contrats commerciaux avec l'Italie. Mais le gouvernement italien n'est pas satisfait de l'issue de l'enquête et de l'exécution de ses prétendus coupables. D'autant que les enquêteurs italiens n'ont pas pu avoir accès aux images des caméras de surveillance du métro pour le soir du 25 janvier. Elles seraient, d'après les autorités égyptiennes, inexploitables. Donc impossible de savoir si les coupables présumés abattus par la police sont les personnes qui ont suivi et enlevé Giulio dans le métro. La version la plus probable, selon l'Italie, c'est que Giulio a effectivement été tué par les services secrets égyptiens à cause de ses recherches sur les syndicats ouvriers. Les autorités égyptiennes, quant à elles, maintiennent que l'enquête a été menée sérieusement. Un député égyptien déclare même que si les services secrets avaient vraiment tué Giulio, ils n'auraient pas laissé son corps au bord d'une route fréquentée. Ils auraient fait disparaître le corps. C'est vrai que ça se tient. L'Italie se tourne alors vers l'Union européenne pour obtenir son soutien afin de mettre la pression à l'Égypte, puisque l'Europe est censée être une grande famille, n'est-ce pas? Alors, depuis le début de cette affaire, les coups de pression de l'Italie n'ont servi à rien, je vous le dis clairement. Le Parlement italien a par exemple voté un amendement pour suspendre l'envoi de pièces de rechange de F-16 à l'Égypte, mais aucun autre pays de l'UE ne soutient les démarches de l'Italie. Il y a l'Angleterre qui a demandé que l'enquête soit faite en toute transparence, mais c'est tout. Et les coups de pression de l'Italie ne mènent à rien puisque les autorités égyptiennes ne coopèrent pas. La France, par exemple, pourrait s'impliquer davantage puisque l'un de ses ressortissants, Eric Lang, a été tué dans un commissariat au Caire en 2013 dans des circonstances très troublantes. Après, on va se montrer pragmatique, chacun a ses propres intérêts avec l'Égypte, donc même si la justice italienne se montre publiquement préoccupée par le manque de coopération avec l'Égypte sur cette affaire, les liens entre les deux pays ne peuvent pas être rompus comme ça, puisqu'ils sont partenaires commerciaux. Cela dit, en septembre 2016, les procureurs égyptiens en charge du dossier Giulio Regeni se rendent à Rome dans le cadre de l'enquête et ils remettent au parquet italien les relevés téléphoniques des hommes abattus par la police, les prétendus coupables. Et ce que l'on découvre, c'est que le chef du gang, Tarek Abdel Fattah, se trouvait à plus de 100 km du Caire, la semaine durant laquelle a eu lieu l'enlèvement et le meurtre de Giulio. Ça, c'est quand même assez bizarre. Et ce qui se passe durant cet entretien, c'est que les procureurs égyptiens admettent que Giulio avait effectivement fait l'objet d'une surveillance de la part des services secrets à son arrivée en Égypte. Mais une petite surveillance, rien de bien méchant d'après les procureurs. D'ailleurs, la surveillance avait conclu qu'il ne menaçait pas la sécurité intérieure du pays. Conclusion, il n'a pas pu être tué par les services secrets égyptiens, puisque les services secrets égyptiens l'avaient écarté de la liste des personnes à surveiller. C'est QFD. Mais là encore, l'Italie n'est pas convaincue par ces explications. D'autant qu'un journal égyptien a publié une vidéo prise au début du mois de janvier 2016, et dans cette vidéo, on peut voir Giulio discuter avec un responsable syndical qui lui servait de guide lorsqu'il arrivait en Égypte, Mohamed Abdullah. Et de ce qu'on peut comprendre de leur conversation, Giulio parle en arabe à Mohamed et il lui explique comment faire pour obtenir des subventions pour son syndicat afin d'aider les vendeurs de rue. Mohamed lui demande s'il peut utiliser cet argent à des fins personnelles. Giulio lui répond que ce n'est pas possible, mais Mohamed est très insistant. Bon, on ne sait pas précisément pour quelle raison Mohamed filme Giulio à son insu, mais on pense qu'il a certainement été payé pour l'espionner. Mais est-ce que cet homme que Giulio estimait l'aurait trahi en filmant leur conversation pour les services secrets? À ce stade de l'enquête, on ne le sait pas encore. Mais on découvre d'autres choses au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, Giulio vivait avec 2 colocataires dans son appartement au Caire. Julian Shoki, une professeure allemande, et Mohamed Al-Sayed, un avocat égyptien. Des journalistes du New York Times sont entrés en contact avec Julian, qui leur a expliqué que Mohamed soupçonnait Giulio d'être un agent des services secrets italiens ou israéliens. Mohamed aurait même permis aux services secrets égyptiens de fouiller la chambre de Giulio en son absence. Ça contredit totalement les propos des procureurs égyptiens qui avaient expliqué aux procureurs italiens que Giulio faisait l'objet d'une petite surveillance de rien du tout et qu'ensuite il avait été écarté de la liste des personnes à surveiller. Puisque là on apprend tout le contraire en fait. C'est qu'il était surveillé et que des personnes dans l'entourage de Giulio l'espionnaient pour les services secrets égyptiens. Mais c'est pas tout. On apprend également que Noura, l'amie de Giulio qui a lancé un avis de recherche sur Facebook le soir du 25 janvier 2016,
était elle-même en contact avec des agents des services secrets, puisqu'elle les avait rencontrés à plusieurs reprises, afin certainement de leur rapporter les conversations qu'elle avait avec Giulio. Bref, on en est sûr, les services secrets égyptiens surveillaient de très près Giulio Regeni. Là, vous vous demandez certainement comment on a pu obtenir toutes ces informations. Alors, d'après plusieurs articles que j'ai lus, les services secrets italiens et les services secrets américains ont travaillé ensemble, ce qui leur a permis de pouvoir récupérer énormément d'informations, notamment des relevés téléphoniques, et c'est de cette façon qu'ils ont pu voir qui était en contact avec qui. Et ça, le parquet de Rome a beaucoup de mal à l'accepter, puisque toutes ces informations qu'il récolte au fur et à mesure, eh bien, il aurait pu les avoir dès le départ si les autorités égyptiennes avaient coopéré. Toujours est-il que les semaines et les mois passent, le parquet de Rome continue ses investigations et les parents de Giulio réclament justice. Claudio et Paola demandent que la vérité soit dite et que les vrais criminels soient arrêtés. Mais le gouvernement égyptien s'accroche à sa version. Giulio a été tué par un gang de criminels. Le 25 janvier 2017, soit un an jour pour jour après le meurtre de Giulio, des milliers d'Italiens organisent une retraite au flambeau dans plusieurs villes d'Italie et le gouvernement italien fait de nouveau savoir via un communiqué qu'il mettra tout en œuvre pour obtenir la vérité sur la mort de Giulio. Mais l'enquête est toujours au point mort, du côté italien tout du moins, puisqu'en Égypte, les autorités considèrent avoir effectué leur travail. Les criminels à l'origine du meurtre de Giulio Regeni ont été abattus. Fin de l'histoire. Et pourtant, en décembre 2018, la nouvelle tombe. Le parquet de Rome vient d'inscrire 4 hommes sur la liste des indagati, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits comme étant des suspects visés par une enquête officielle. Ces 4 hommes font partie des services de renseignement égyptiens. Le général de police Tariq Sabir, les colonels Asser Kamal et Oussam Elmi et le major Majdi Sharif, qui serait l'auteur matériel de l'assassinat. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Bon, je vous préviens, il y a beaucoup de sources qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres, mais ça on a l'habitude. Mais moi j'ai rassemblé quelques infos. Alors tout d'abord, il y a des témoins égyptiens qui se sont manifestés auprès des enquêteurs italiens. Vous vous souvenez que les enquêteurs italiens travaillaient depuis l'ambassade d'Italie au Caire et des témoins égyptiens se sont manifestés. Ils ont dit avoir entendu des discussions d'anciens amis de Giulio qui parlaient de ce qui lui était arrivé et il aurait effectivement été tué par les services secrets qui auraient ensuite couvert leur crime en tentant de faire croire à un vol qui a mal tourné. Et 9 noms d'agents secrets sont ressortis, dont ces 4-là. Un 5e agent était également suspecté, Mahmoud Najim, mais il a ensuite été disculpé par le parquet de Rome. Il y a également des informations qui ont fuité grâce au journal Al Jazeera. Il s'agit d'interceptions téléphoniques entre l'un des agents, Asser Kamal, et Mohamed Abdullah, le guide de Giulio, vous vous souvenez, celui qui l'avait filmé à son insu. Alors, effectivement, Mohamed surveillait Giulio à la demande des services secrets. Et pas une petite surveillance de rien du tout, comme l'avait affirmé la justice égyptienne, une surveillance, disons-le, accrue. Comme je vous l'ai dit, cette partie est assez floue, puisqu'il y a énormément d'informations contradictoires sur la façon dont le parquet de Rome a eu toutes ces informations. Dans une autre source, il est également indiqué que ce sont les services secrets américains qui ont fourni à l'Italie les noms des agents impliqués grâce aux relevés téléphoniques et aux antennes relais. Donc bon, où se trouve la vérité ? Quelle que soit la vraie version, à partir de là, la procédure classique, en Italie tout du moins, c'est que ces hommes doivent être interrogés par les magistrats de Rome. L'Italie envoie donc une commission rogatoire en mai 2019 pour procéder à leur interrogatoire, mais le parquet du Caire refuse. Le procureur égyptien accepte qu'ils soient interrogés, mais à domicile et uniquement par des procureurs égyptiens. Ça, vous comme moi, on sait ce que ça signifie. L'Égypte refuse que ses ressortissants se rendent en Italie, puisqu'il y a de grandes chances qu'ils ne puissent plus repartir ensuite. Cela dit, le 10 décembre 2020, le parquet de Rome clôt l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que le procureur a validé le dossier d'accusation qu'il devra ensuite soumettre à un juge italien. L'Égypte, de son côté, a classé l'affaire, puisqu'elle considère que les preuves présentées par l'Italie sont insuffisantes. Et 3 jours plus tard, pur hasard du calendrier certainement, le président égyptien Al-Sisi est décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Et ça passe très mal en Italie. L'écrivain italien Corrado Augias, par exemple, rend sa Légion d'honneur qui lui avait été remise par la France en 2016.
il indique ne pas vouloir partager cette légion avec un homme, Al-Sisi, complice du meurtre de Giulio Regeni. Pour en revenir à notre affaire, le 25 mai 2021, les 4 membres des services de renseignement sont renvoyés devant le parquet de Rome pour enlèvement aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre des lésions corporelles graves et meurtre. Le chef d'accusation de torture a été écarté puisqu'il n'a été introduit dans le code pénal italien qu'en 2017 et c'est pas rétroactif. C'est donc officiel. Le parquet considère qu'il a suffisamment de preuves pour les traduire devant la justice. D'après le parquet de Rome, les agents égyptiens ont effectué une surveillance rapprochée de Giulio dès son arrivée au Caire et ils l'ont soupçonné de vouloir financer une nouvelle révolution en Égypte. Ils l'auraient donc enlevé, interrogé sous la torture et tué. Puis, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, 4 hommes auraient servi de bouc émissaire et auraient été abattus par la police. Soit. Le problème, c'est que les 4 membres des services de renseignement sont introuvables. La justice égyptienne a refusé de fournir leur adresse de résidence et l'endroit où ils se trouvent. Et elle n'a pas non plus procédé à leur arrestation puisqu'ils ne sont pas inculpés en Égypte. L'audience préliminaire s'ouvre malgré tout sans eux le 14 octobre 2021 en Italie, mais le juge renvoie le procès à avril 2022 puisque dans la mesure où les accusés n'ont pas été arrêtés en Égypte et que les autorités égyptiennes n'ont pas fourni leur adresse, ils n'ont pas pu recevoir de convocation. Donc, ils ne savent sans doute pas qu'ils sont en train d'être jugés en Italie. Alors, c'est vrai que c'est un casse-tête, mais c'est la loi. Les autorités italiennes parviennent finalement à retrouver leur lieu de travail en Égypte, mais pas leur adresse personnelle. Et si j'ai bien compris la loi italienne, il faut absolument l'adresse personnelle pour la notification de leur mise en accusation. Le procès est une nouvelle fois renvoyé au mois d'octobre 2022, mais là encore, le juge renvoie le procès puisqu'il estime que les accusés n'ont sans doute pas été avertis qu'ils étaient jugés. Le 3 avril, soit tout récemment, une nouvelle audience s'est tenue sans les 4 accusés et rebelote, le procès a encore été renvoyé puisque la justice a considéré que les 4 accusés n'étaient sans doute pas au courant de la tenue de leur procès. Des milliers de personnes se manifestent régulièrement sur les réseaux sociaux afin de véhiculer l'information de la tenue de leur procès et demander à quiconque connaîtrait l'adresse des 4 accusés de la communiquer aux autorités italiennes afin de leur renvoyer leur convocation. Mais si j'ai bien compris, jusqu'à présent ça n'a rien donné. Donc pour le moment, cette affaire reste non résolue. Voilà donc l'histoire de Giulio Regeni, un doctorant italien passionné d'Égypte, enlevé et torturé à mort en 2016 sans que ses bourreaux ne soient jamais traduits en justice. Tout du moins se désigner officiellement par l'Italie. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente. La partie mon opinion va être assez courte parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, franchement, cette histoire, elle est horrible. Quand on voit les sévices qu'il a subis, mais ça peut pas venir d'un gang de voleurs, c'est pas possible en fait. Moi je pense qu'effectivement il y a une histoire de suspicion, d'espionnage et du coup on l'a torturé par rapport à ça. Après le seul truc qui me semble un petit peu bizarre, c'est que le gouvernement égyptien soit impliqué parce que je me dis compte tenu de l'instabilité à ce moment-là, le président égyptien n'avait pas intérêt à ce qu'une affaire comme ça éclate alors qu'ils étaient en pleine négociation avec l'Italie pour des contrats de plusieurs milliards d'euros. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu d'excès de zèle comme dans l'affaire Maureen Kearney? Et à chaque fois que je vous fais ça, il y a des gens qui me disent mais arrête de faire ça parce qu'on ne voit pas les vidéos que t'incrustes. Mais en fait si, vous les voyez, mais quand vous êtes sur votre ordinateur, elles s'affichent là, et quand vous êtes sur votre téléphone, elles s'affichent en bas de l'espace description. Mais vraiment, elles s'affichent. Peut-être que j'ai dû oublier d'incruster les vidéos une fois ou deux, mais quand je fais ça, regardez en fait comme ça. Dac. Sinon, moi je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'excès de zèle. Après, est-ce que la famille de Giulio obtiendra justice? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas du tout, même parce que même si le gouvernement italien met des coups de pression, comme je vous l'ai dit, il y a des intérêts économiques qui sont énormes. L'Italie et l'Égypte sont des partenaires privilégiés. Donc je suis pas sûre que ça puisse aboutir à quelque chose. Seul l'avenir nous le dira. De toute façon, je vous mettrai une mise à jour, vous savez, dans l'onglet short pour les mises à jour. Mais bon, j'espère vraiment qu'il obtiendra justice, ce pauvre garçon, parce que franchement,
en arriver jusqu'à des actes comme ça, après ça c'est les services secrets du monde entier qui infligent ce type de blessures. C'est pour ça que moi je suis persuadée qu'il y a une histoire de service secret. Après, est-ce que ça aboutira sur des condamnations? Est-ce que les 4 personnes inculpées sont vraiment coupables? Moi, je sais pas. J'ai jamais de certitude par rapport à aucune affaire. J'ai parfois des ressentis, on va dire, une opinion, une impression, mais un avis tranché sur la question, non, parce que déjà d'une part, j'ai pas suivi l'affaire de près, je suis pas en possession du dossier d'instruction et je suis pas voyante non plus, que Dieu m'en préserve. Donc on verra ce que l'avenir nous dira de cette affaire. Vous, n'hésitez pas à mettre en barre des commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire. Ça faisait un petit moment qu'on me l'avait suggéré. Et je me souviens que quand on me l'avait suggéré, au début, j'avais pas compris de quoi il s'agissait précisément, parce qu'il y avait tellement d'articles. Et mais quand je vous dis que dans les affaires comme celle-ci, les articles sont tous contradictoires les uns avec les autres, mais c'est abusé. Mais vraiment, ça me choque même. Donc j'espère ne pas avoir dit n'importe quoi dans ma vidéo. Si tel est le cas, de toute façon, je me corrigerai dans un commentaire épinglé. Et puis voilà, je ferai comme ça. Enfin bref, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie mon opinion, parce qu'à mon avis, il y a peut-être que vous entendez ma voix résonner vu qu'on est en plein emménagement. Donc histoire que ce soit pas trop désagréable pour vous, je vais m'arrêter là. Et puis ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.